À tous, je me présente Delcourt, conseillère diversification à la Chambre d'agriculture de l'Aisne. Donc, nous allons donc passer à la seconde table ronde qui est comment choisir en circuit de commercialisation en circuit court. Donc, un temps d'échange sera possible après chaque intervention. Donc, tout d'abord, la définition des circuits courts admise par l'administration correspond à une vente présentant un intermédiaire au plus, mais il ne prévoit pas de notion de proximité physique. Les circuits courts regroupent aujourd'hui un certain nombre de formes de vente. Ces ventes concernent les fruits et les légumes, mais aussi la viande, le vin, le miel, les conserves, le pain et beaucoup d'autres produits issus des exploitations. Nous avons souhaité, par le biais de cette table ronde, de donner la parole aux différents intervenants et partenaires présents sur notre territoire. Donc, je laisse donc la parole à Zoé Desfentes, qui a présenté lors de la première table ronde les AMAP, et elle va nous expliquer un petit peu ce que les éleveurs, les exploitants qui sont dans les AMAP, ce qu'ils y retrouvent. Je laisse la parole. Merci. Donc, tout à l'heure, déjà, je vous ai dit que c'était une AMAP, vous êtes donc au service des nouveaux arrivants, donc Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc, c'est un collectif de citoyens qui sont issus en association de faits ou loi 1901 pour monter des partenariats solidaires avec des producteurs locaux. Ça peut être des maraîchers. À la base, historiquement, ça s'est constitué avec des maraîchers, mais aujourd'hui, on trouve des éleveurs, des arboriculteurs, des apiculteurs. Enfin, voilà, c'est aujourd'hui tout type de production qui peut être en AMAP. Donc, les grands principes de l'AMAP qui sont listés dans la charte des AMAP, c'est être dans une démarche d'agriculture paysanne, être dans une pratique agroécologique. Donc justement, tout à l'heure, on me posait la question, est-ce qu'on est obligé d'être certifié bio? La certification bio n'est pas obligatoire, mais on est quand même dans la charte, dans la promotion d'une agriculture biologique dans les faits, même s'il n'y a pas de certification. Et en tout cas, dans le souci d'améliorer ces pratiques et d'aller vers une agriculture biologique, en tout cas respectueuse de l'environnement, des hommes, des animaux, etc. Et dans les faits, la majeure partie des producteurs en AMAP sont certifiés bio. C'est aussi une demande des consommateurs quand ils vont en AMAP d'avoir voilà, cette assurance-là. Il y a la participation active donc dans une démarche d'éducation populaire, je vous expliquerai après pourquoi. Et puis la relation solidaire contractualisée sans intermédiaire. Donc concrètement, une AMAP, qu'est-ce que c'est? C'est donc la signature d'un contrat entre le producteur et l'AMAPien, donc adhérent de l'AMAP. En fait, chaque contrat est individuel. On adhère à l'association et ensuite on signe un contrat de façon individuelle. Donc, par exemple, pour un maraîcher, le contrat peut durer, logiquement, c'est plutôt 1 an, mais ça peut être 6 mois. Le contrat va durer sur la durée de la production, du cycle de production. Et l'AMAPien s'engage à payer à l'avance une part de la récolte du producteur. Donc, par exemple, s'engage à payer un panier de légumes chaque semaine pendant 6 mois, pendant 1 an. Ça, multiplié par le nombre d'AMAPiens, ça va constituer donc un collectif de personnes qui s'engagent à payer à l'avance. Donc, pour le producteur, ça fait une sécurité financière non négligeable. Ça lui permet d'avoir une rentrée de trésorerie à l'avance. Ça lui permet de planifier ses cultures, donc de pouvoir dimensionner vraiment sa production, éviter le gaspillage aussi dans la production. Voilà. Et puis, ça permet aussi, et c'est ça qui est recherché par les producteurs, d'avoir un lien privilégié avec les personnes qui le nourrissent, et ce, très régulièrement. Donc, un maraîcher, en général, c'est chaque semaine. Pour la viande, pour le pain, ça peut être moins fréquent. Les fréquences vont être établies dans chaque contrat est différent. Il y a 3 types d'engagements qui sont réciproques, en fait, pour les producteurs et pour les adhérents d'une AMAP. Donc, il y a le premier engagement économique, c'est-à-dire que l'AMAPien s'engage donc à payer à l'avance une partie de la récolte.
En contrepartie, le paysan s'engage à livrer de façon régulière les produits qui ont été contractualisés et issus de la ferme. Ça, c'est vraiment très important. Il y a un engagement social des deux parties. Les Amapiens ne viennent pas chercher qu'un panier, ils viennent contribuer à la vie de leur association, à participer à des visites de ferme, à des ateliers pédagogiques, etc. Et à faire en sorte que chaque semaine, les distributions se passent bien, être en appui du producteur et pas que ce soit le producteur qui s'occupe de tout. Du coup, en contrepartie, le producteur s'engage à ouvrir sa ferme, à avoir une ferme transparente, aussi bien sur une transparence économique, sur le nombre de débouchés, quel est le modèle économique de la ferme, aussi une transparence sur les pratiques. Si je ne suis pas certifiée bio, pourquoi? Quels sont mes projets? Voilà, donc les Amapiens sont en droit de demander des informations parce qu'il y a vraiment un contrat qui va se mettre en place sur une durée assez longue. C'est vraiment une relation de confiance entre les deux parties. Et puis un engagement éthique, donc là c'est un peu plus loin, c'est-à-dire vraiment dire que c'est pas qu'un panier pour l'Amapien, c'est pas qu'un débouché pour le producteur, c'est s'engager ensemble à aller vers l'amélioration continue des bonnes pratiques, faire évoluer les pratiques de sa ferme, en tant qu'Amapien, évoluer aussi sur ses pratiques, se rendre compte que en fait non, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut, et puis avoir des aliments qui sont pas cultivés en ce moment. C'est aussi en fait en tant que producteur avoir conscience que il va falloir être pédagogue et expliquer que on ne peut pas faire du lait, par exemple, fromage de chèvre toute l'année parce que il y a un cycle particulier, parce qu'on ne peut pas avoir de tomates en hiver. Voilà, ça paraît assez évident, mais finalement, en AMAP, il n'y a pas que des gens qui sont déjà sensibilisés à tout ça. Il y a aussi des gens qui ont entendu parler, qui ont envie de manger bien et de savoir qui les nourrit. Mais ils n'ont pas toujours ces notions-là, et donc c'est aussi le rôle de la MAP un petit peu de sensibiliser sur le monde agricole et puis les logiques de production. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. La différence vraiment, la particularité de la MAP, c'est vraiment la notion de contrat, la notion qu'il n'y a pas d'intermédiaire et donc tout l'argent qui va vraiment de la poche de l'Amapien au producteur, 100%, il n'y a pas de marge et donc c'est vraiment dans une volonté de rémunérer au juste prix. Et sur ce point, il y a la possibilité pour les producteurs en AMAP, par exemple chaque année ou régulièrement quand ils le souhaitent, faire un point avec leur AMAP sur le prix du panier. Est-ce qu'il est équitable? Est-ce qu'il permet aux paysans de se rémunérer, se tirer un salaire convenable? Est-ce qu'il est en même temps accessible aussi pour les Amapiens? C'est toujours un équilibre entre les besoins des producteurs et ceux des consommateurs. Et donc, on voit certaines, par exemple, j'ai en tête une maraîchère du Nord qui chaque année se pose avec ses Amapiens en disant voilà les charges que j'ai eues cette année, voilà tous les paniers que je vous ai distribués à tel prix, qui est très transparent sur tous ces chiffres et qui, du coup, les Amapiens, suite à ça, décident d'augmenter de 50 centimes d'un euro le prix du panier, puis l'année d'après, les fois de diminuer aussi. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est de sensibiliser aussi les consommateurs sur la logique de codification des prix, etc. Voilà. Donc, aussi un grand atout du fonctionnement d'AMAP, c'est la solidarité. Ça, c'est vraiment un pilier central de ce système. La solidarité en cas d'aléa de production, en cas d'aléa climatique. Comme en tant qu'Amapien, en tant que consommateur, on a signé un contrat. Si, par exemple, le maraîcher a un problème et n'est pas en mesure de fournir le panier attendu, la récolte est moins bonne, l'Amapien ne peut pas demander d'être remboursé. Il y a un échange qui se fait. Pourquoi ça s'est passé? Est-ce qu'on peut t'aider? Et puis, est-ce que quand ça ira mieux, peut-être tu pourras compenser? Ben voilà. En général, du coup, ça permet même si les paniers s'il y a un souci, ça restera, mais d'avoir vraiment ce soutien-là. La récolte est payée à l'avance, et donc voilà, il y a cette sécurité financière qui est très importante. Voilà. Merci. Donc, merci beaucoup, Zoé. On va inviter la salle ou les gens qui sont en visio. Si vous avez des questions à poser tout de suite à Zoé, on va en profiter.
Donc, on va enchaîner. Maintenant, nous allons laisser la parole à Mme Sophie Desmarais, qui est actuellement présidente du Drive fermé de l'Aisne depuis 2017, qui est installée comme maraîchère avec son mari dans l'Aisne. Donc, Mme Desmarais va nous présenter un petit peu le fonctionnement du Drive fermé et nous expliquer ce qu'elle en retire comme avantage et comme inconvénient. Le drive fermier. Donc, le drive fermier de l'Aisne est un drive fermier bienvenu à la ferme. Je crois qu'il y a une centaine. Il y a une centaine de drives fermiers bienvenus à la ferme en France. Il y en a un dans l'Aisne, donc qui est situé à Lens, et le point de retrait est rue Buffon à Lens. Alors, la démarche drive fermier, en fait, s'est inscrite pour nous dans une démarche, j'allais dire, plus globale d'entreprise, à savoir que quand on a créé, ce que je vous disais tout à l'heure, quand on a créé la cueillette en 92, donc avec une vente en circuit court, on cherchait à maîtriser notre commercialisation. Et au fur et à mesure des années, on s'est bien rendu compte que la commercialisation, il fallait elle aussi la diversifier et investir des créneaux auxquels on ne pensait pas il y a 30 ans, notamment le digital. Et ça s'est imposé à nous il y a 4-5 ans, il y a 5 ans, 6 ans. Et fort heureusement, il y avait aussi un groupe de producteurs milanois qui faisaient la même démarche que nous et qui souhaitaient investir ce créneau-là pour commercialiser ces produits. Donc, avec l'appui de la Chambre d'agriculture, nous avons mené une réflexion qui nous a abouti à créer une association Drive fermier de l'Aisne en 2016, qui a déposé donc ses statuts en 2016. Et nous avons fait notre premier retrait de marchandises, quand je dis retrait de marchandises, notre première vente en mai 2017. Alors, comment ça se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a 14 producteurs. Le catalogue se compose essentiellement de produits frais, donc viande, fromage, fruits et légumes. Et après, nous avons du pain, des confitures, pardon, des sirops, des terrines, des jus de fruits, des cidres, folie douce, un peu d'alcool. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc, le catalogue représente quand même pas mal de références. Et c'est ce qui intéresse le consommateur, en fait, d'avoir une proposition, une offre plus exactement assez diversifiée. Sachant que le drive fermier, c'est comme j'allais dire, un magasin physique. Ce qui fait le chiffre d'affaires du drive fermier, c'est les produits frais. On est bien d'accord. C'est ce que le consommateur mange toutes les semaines et renouvelle toutes les semaines. Donc, aujourd'hui, on a un retrait par semaine. Depuis le départ, d'ailleurs, je dis aujourd'hui, non, mais depuis le départ, c'est tous les vendredis. Le consommateur se connecte donc sur le site Drive Fermier, fait ses emplettes, paye par carte le mardi soir au plus tard pour un retrait le vendredi matin. Alors, la contrainte pour le consommateur dans notre système, effectivement, c'est de pouvoir prévoir et anticiper un petit peu. Parce que c'est vrai que le mardi soir, certains nous disent, mardi soir, qu'est-ce que je vais faire ce week-end? C'est un peu loin encore. Mais bon, globalement, quand on habitue le consommateur à un certain rythme, il finit par s'y soumettre, surtout si ça l'intéresse. Donc, et après, pour le producteur, le mercredi matin, il a son récap de produits à apporter le vendredi matin. Le vendredi matin, comme vous voyez sur l'écran, les producteurs livrent leurs marchandises et les mettent dans des caisses, chaque caisse correspondant à un numéro de producteur et à une vente en fait. Et le consommateur donc vient chercher son panier le vendredi après-midi entre 12h30 et 18h30 normalement, 17h30 en ce moment. L'engagement du producteur. Alors, indépendamment d'apporter ses produits, c'est aussi de pouvoir assurer des permanences. Parce que le drive fonctionne comme ça. Ce sont les producteurs qui assurent les permanences le vendredi matin pour réceptionner la marchandise des autres producteurs
et l'après-midi pour assurer la livraison aux consommateurs. Ça paraît contraignant, mais j'allais dire, ça fait partie de notre business, j'allais dire, quand on est en circuit court. Le circuit court, c'est le contact avec le consommateur. Si on en fait abstraction, il faut pas investir le circuit court si on veut pas de ce contact-là. C'est antinomique. Après, donc on est installé rue Buffon, je ne sais pas si je vous l'ai dit, vous voyez en haut à gauche là, la petite flamme. Alors, on a souhaité dès le départ intégrer le drive fermier avec l'enseigne Bienvenue à la ferme. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est parce qu'on a besoin, quand on est en circuit court, d'avoir des images fortes. Et Bienvenue à la ferme, moi j'en suis convaincue depuis 2005, est une image forte qui nous permet d'avoir une reconnaissance indiscutable auprès des consommateurs. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières. Oui, Robert. Une remarque, c'est que les freins, tu parlais de frais, de produits frais évidemment. Les freins, c'est aussi nos outils, les outils qui en avalent de la production. Je parlerai plutôt de la production d'animaux. On voit que nos outils, abattoirs, ateliers découpe, etc., quelquefois font défaut ou sont déjà overbootés et limite évidemment la transformation des produits animaux. Et on voit nos abattoirs locaux qui se distendent. Hein, tout à l'heure, dans les propos d'introduction, vous disiez la synergie au niveau des moyens logistiques qui était très importante quand on se met en collectif. Hein, c'est-à-dire que derrière, évidemment, il faut voir le coût de la logistique et essayer de le minimiser, et aussi parler du bilan carbone, hein, pourquoi pas. Et on voit que la distance de ces outils ne nous facilite pas la vie. C'est sûr que la production de viande en circuit court est quelque chose peut-être un petit peu compliqué. Je ne suis pas du métier, moi je suis maraîchère, donc je fais que des légumes, c'est nettement plus simple. Et les contraintes ne sont pas du tout celles de la viande et du produit laitier, ça c'est clair. Oui. Bonjour, Jérôme Leclerc de Saint-Quentin. Vous dites que vous faites que des produits frais. C'est une volonté de ne pas avoir de produits secs ou c'est en fait une. Voilà, parce qu'en fait, vous n'avez pas cette diversification de produits. Parce que vous avez dit aussi dans votre exposé que l'intérêt de se regrouper, c'est justement d'avoir une panoplie la plus étoffée possible de produits. Alors, il y a du produit sec. Ce qu'il y a, c'est que l'essentiel des ventes se font sur le produit frais, en fait. Mais dans le catalogue, on a un petit peu de produits secs parce qu'il y a des lentilles, il y a du haricot de Soissons et des pois cassés. Ouais. Des pâtes. Et des pâtes. Ouais, je ne classe pas ça dans du produit sec, ça, mais bon, si, effectivement. Il y a un petit peu d'épicerie sèche. Mais c'est vrai que c'est pas le cœur du chiffre d'affaires d'un drive fermier et même d'une boutique en règle générale, d'une boutique de producteurs. Mais c'est vrai que ça fait partie de la gamme et c'est une diversification qui est quand même intéressante parce qu'on vend quelques paquets toutes les semaines. En pâtes, c'est vrai que toutes les semaines, il y a quelques paquets qui partent. Je crois que ce qu'il faut dire, c'est que pour les produits comme ça, secs, liquides, l'épicerie, il y a eu d'autres sources de vente qui ont été mises en place depuis des années, et que ce soit dans des magasins spécialisés, le réseau des boutiques, donc tout à l'heure, Sophie en a parlé en parlant des relais terroirs, qui sont devenus maintenant les boutiques de nos terroirs, qui est un réseau au niveau des Hauts-de-France. Et puis, vous avez maintenant quand même beaucoup de grandes et de moyennes surfaces dans lesquelles il y a des rayons qui ont été mis pour
connaître aussi, hein, avec l'appui des chambres d'agriculture, hein, de rayons de produits justement secs et épicés. Parce que, je vais dire entre guillemets, si on regarde de loin, c'est facile de mettre des produits secs et d'épicerie dans des magasins. Par contre, mettre des produits frais, c'est très compliqué. Et donc, effectivement, je pense qu'un drive fermier, c'est particulièrement adapté à des produits frais, parce que c'est un jour, voilà, et que les produits secs, on peut plus facilement les mettre ailleurs. Oui, une petite remarque quand même, c'est que dans les supermarchés ou dans les points de vente, il y a des produits secs, mais ils ne sont pas obligatoirement de la région. Oui, ça c'est certain, mais je peux vous garantir, parce que Mireille pourrait en parler aussi, puisqu'elle était aussi à l'origine de ce projet-là, je peux vous dire que dans la région, il y a beaucoup de produits locaux, en particulier des produits qui sont terroirs, qui sont commercialisés dans des grandes et moyennes surfaces, on va dire plus souvent dans des moyennes surfaces, plus souvent dans des réseaux de magasins qui appartiennent à des vrais propriétaires, hein, donc des Leclerc ou des Intermarchés, parce qu'en face de nous, on a des propriétaires qui jouent avec leurs propres sous et qui sont comme des agriculteurs, et quand on les a rencontrés, ils sont pas meilleurs que les autres, hein. Mais par contre, ils sont plus ouverts, et c'est surtout eux qui prennent la décision. Et on a quand même fait un certain nombre de choses comme ça. Il y en a quand même beaucoup dans la région. Et puis, il y a un outil qui avait été créé, qui était une plateforme de distribution, qui existe toujours, hein, et qui distribue et qui fait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires tous les ans. Donc, ils ont des bourbes un peu quand même de marchandises. Je voudrais intervenir pour la partie transformation de viande à laquelle Robert a fait allusion. J'ai eu la chance de vivre une époque où un abattoir était à 25 km de chez moi et où il était possible pour un producteur fermier de ramener à son laboratoire pour travailler la viande des carcasses qui étaient travaillées d'une façon satisfaisante dans les abattoirs et qui permettaient de mettre à disposition du consommateur un bon produit. J'attire l'attention de nous tous parce que c'est important, et puis c'est important évidemment pour les producteurs fermiers actuels de viande, mais c'est aussi important pour les consommateurs qui sont de plus en plus attentifs au bien-être animal, de ce qui se passe dans d'autres départements, et notamment dans le centre de la France, où se mettent en place des stratégies d'abattage à la ferme qui sont hyper opérationnelles, qui répondent à la fois aux soucis du bien-être animal, puisque les animaux sont abattus sans stress, dans d'excellentes conditions pour l'animal, mais aussi pour le consommateur, parce que la qualité de la viande d'un animal non stressé n'a rien à voir avec ceux qui ont souffert avec des transports difficiles. Et c'est aussi une des solutions pour répondre à la désertification des abattoirs. Je rappelle que dans l'Aisne, si je ne dis pas de bêtises, il y en a plus que 2. Ils sont tous les 2 situés tout à fait dans le nord du département. Et je pense que mes collègues qui continuent actuellement à consommer la viande se trouvent devant de grandes difficultés. Je crois qu'il sera important, dans notre responsabilité à nous, de soutien au circuit court, d'aider à trouver une solution pour les transformateurs, les gens qui transforment la viande, de leur trouver une solution plus satisfaisante pour leur permettre de travailler convenablement. Camille, est-ce qu'il y aura des questions ou est-ce qu'il y a des questions sur non. Donc maintenant, on va laisser la parole pour le dernier témoignage à Madame Blandine Basse, qui sera en visio. Donc, Madame Blandine Basse, elle est vice-présidente de l'association Prenez nos plaines, donc elle est productrice de pommes de terre de consommation marché. Et avant de vous laisser la parole, on va vous faire visionner un petit film
présentant les activités de polynéoplène qui a été tournée il y a quelques jours. La Chambre d'agriculture de l'Aisne soutient le projet polynéoplène, tout simplement parce que c'est une nouvelle valorisation des produits locaux du département, que c'est une nouvelle sorte de commercialisation en circuit court et que c'est un projet collectif. Elle l'accompagne aussi parce que, en fait, tous ces projets ont toujours du mal au départ et le temps qu'ils deviennent autonomes, la Chambre d'agriculture se doit d'être là avec ses producteurs, avec ses agriculteurs. Cette association, ce collectif d'agriculteurs, en fait, permet de mutualiser tous les créneaux de commercialisation, hein, de la production jusqu'à la commercialisation, jusqu'à la restauration collective. Cette mutualisation, évidemment, passe aussi au niveau logistique. Alors, c'est quand même beaucoup plus intéressant de mutualiser la logistique au niveau des producteurs que de livrer seul ses clients. La restauration collective a une réelle demande et ça augmente exponentiellement. En plus des moyens mis par la Chambre d'agriculture, des soutiens financiers sont assurés par le Conseil départemental, le Conseil régional et le CASDAR. Alors, un groupe d'agriculteurs s'est réuni avec la Chambre d'agriculture pour réussir à développer leur vente et se rapprocher pour diversifier leurs produits. Et c'est ainsi que s'est créé Polynéoplène, qui permet de toucher les restaurateurs collectifs, la restauration collective. Avec l'association Polynéoplène, il y a une personne à la Chambre d'agriculture qui réceptionne les commandes et qui nous les envoie. Nous, on prépare la commande et il y a un camion qui vient les chercher et qui livre directement ou le lendemain aux acheteurs. Polynéoplène nous a permis de développer la partie maraîchage. On atteignait un palier de production où on avait tout pour faire tout à la main, mais pas assez pour investir. Et Polynéoplène, ça nous permet de réfléchir un peu plus à l'investissement. Là, on voit bien, on va investir bientôt dans une machine à poireaux, c'est ce qui est prévu. Nous avons même réussi à créer, depuis la création de Polynéoplène, un emploi à temps partiel. Les produits de Noplène ont été connus au collège de Sissonne grâce au conseil départemental. Lorsque les menus ont été établis par les chefs que les prestataires sont désignés selon le prestataire produit Noplène, pour lequel on fait une commande via le logiciel Aprolocal, qui est un logiciel vraiment très convivial, très simple d'utilisation, qui permet différents filtres pour les bio, pour les produits en AOP, pour les produits loi Egalim. On passe la commande, comme on passerait la commande auprès de n'importe quel autre prestataire. Et à l'issue, on a notre livraison qui arrive. C'est un système vraiment très simple d'utilisation. Même s'il y a un léger surcoût, on est quand même sur une philosophie de développement local. Et notamment, on travaille avec une commande récurrente pour les yaourts. Le collège de Sissonne va devenir un client fidèle des produits Noplène. Les pommes viennent de l'Aisne et donc nous nous associons aux produits Noplène pour acheter les pommes. Vraiment une pomme qui retrouve un goût bien plus important pour les légumes. Type poireaux, carottes, etc. Alors, c'est des fois un peu complexe parce qu'on a effectivement un produit qui n'est pas industriel, qui n'est pas exactement calibré de la même façon, qui va retrouver un peu de terre. Donc, en cuisine, c'est un petit peu compliqué pour l'utilisation. Mais la montée en puissance nous fait comprendre qu'on va pouvoir avoir peut-être des choses où on pourra demander des calibrages pour avoir des choses qui sont plus de la même forme. Les élèves sont contents et puis la gestion est contente aussi puisqu'elle répond aux normes réglementaires qui lui sont imposées par les ministères. Je vais laisser la parole à Mme Baes.
Bonjour. Voilà. Vous pouvez. Bon, j'ai une connexion pas terrible, hein. Donc, je vous laisse présenter un peu le pourquoi du comment et voilà, ce que produit nos plaines vous apporte au quotidien et sur votre. Oui, alors, donc, Produits de nos plaines, c'est une association. Alors, l'objectif, c'était de se regrouper à plusieurs producteurs pour pouvoir amener. Ouais. Madame Blandine, vous nous entendez encore ou pas? Allô? Alors, on a tout le son. Par contre, essayez de couper peut-être votre caméra pour que le flux se passe un peu mieux. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ah, c'est bon. Désolée. C'est ça d'habiter à la campagne. Donc, l'association a pour but d'amener nos produits locaux dans les collectivités du département. Ouais, compliqué. Par téléphone. On va essayer de vous contacter. Puis, sinon, je peux te laisser la parole, hein, parce que... Ouais, alors vous êtes je fais partie aussi des produits de nos plaines. Je vais prendre un petit peu le relais parce que je connais un peu, je fais partie de Produits de nos plaines. Produits de nos plaines a été créé donc pour essayer d'investir le champ de la restauration collective. C'est un domaine qui est difficile d'accès quand on est indépendant. Donc, l'objectif avec Produits de nos plaines, c'est de pouvoir rentrer dans les collèges, dans les lycées et dans les écoles. Sachant qu'à chaque fois qu'on va investir ce type de restauration, on peut avoir des interlocuteurs différents. Pour le primaire, c'est la commune. Pour le collège, c'est le département. Et pour le lycée, c'est plutôt la région. Donc voilà, il y a des petites choses qui sont un peu différentes. Donc, aujourd'hui, Produits de nos plaines, donc c'est quand même pas. J'ai pas le chiffre exact du nombre de producteurs qui en font partie. Il y a quoi? Il y a une vingtaine, trentaine de producteurs. 28. 28, voilà. Donc, ils se répartissent, là, vous voyez à l'écran, en légumes, toujours pareil, légumes, viande, produits laitiers, un peu d'épicerie et des fruits. Toujours pareil, le chiffre d'affaires, et l'activité repose essentiellement sur les fruits et légumes, les produits laitiers et la viande. Alors, l'objectif aussi, c'est d'avoir, c'est pas pour Produits de nos plaines, mais c'est pour la restauration collective, pour le collège ou l'école qui va commander, c'est d'avoir un seul interlocuteur pour un catalogue le plus large possible, en fait. Donc, ça veut dire un interlocuteur, mais une seule facture, et avec une multiplicité de produits. Bien sûr, il y a l'avantage aussi de s'être regroupé comme ça, ce que disait Sébastien dans la présentation, c'est d'assurer la logistique par une seule personne. C'est-à-dire que on a sous-traité une personne avec une entreprise d'insertion, une entreprise d'insertion en fait, qui nous laisse un chauffeur. Le chauffeur, une fois dans la semaine, fait la tournée de collecte, une ou deux fois dans la semaine en fonction des commandes, et une ou deux fois dans la semaine aussi va assurer la livraison des lycées, des collèges et des écoles s'il faut. On peut aussi, puisque la restauration collective l'année dernière a été quand même pas mal impactée,
par la crise sanitaire, on a essayé de développer les ventes de magasins de producteurs, les ventes auprès de magasins de producteurs, en leur offrant justement un catalogue assez varié en produits frais. Géographiquement, on se cantonne, entre guillemets, au département de l'Aisne et éventuellement au canton strictement limitrophe en matière d'approvisionnement. Mais la livraison, normalement, se fait sur les écoles, sur la restauration collective du département. Et puis, est-ce qu'il y a des questions sur ouais. sur ce modèle de distribution? Est-ce que vous avez besoin d'investir dans une légumerie pour préparer les légumes? Parce que peut-être que les producteurs auront du mal à avoir des produits parfaitement présentables sur le plan notamment sanitaire pour les établissements scolaires qui n'ont pratiquement plus jamais pris l'habitude d'avoir un compartiment nettoyage et préparation des légumes. Alors, aujourd'hui, on livre les collèges avec des produits bruts. On livre avec des produits bruts qui sont quand même partiellement nettoyés, ou en tout cas brossés, le gros de la terre est parti, mais ça reste du produit brut. Effectivement, le potentiel de développement peut reposer sur un outil tel qu'une légumerie. Alors, j'allais dire, ça, c'est pas produit de nos plaines qui va être acteur, enfin, qui va être porteur de ce projet. Je pense qu'il y a des projets au niveau du département qui permettront à Produits de nos plaines de livrer une légumerie, par exemple, qui elle-même pourra proposer des produits de 4e gamme à la restauration collective, en partenariat avec Produits de nos plaines. Mais ce Produit de nos plaines, à l'heure actuelle, ne peut pas porter économiquement parlant, le projet de légumerie. Et je pense que Robert est plus à même d'en parler. Pas forcément plus à même, mais c'est vrai que je voulais intervenir aussi sur la transformation, parce que la restauration collective, on sait que beaucoup de collèges de lycées ont abandonné évidemment la transformation et ont des produits prêts à l'emploi, pratiquement, c'est de réchauffement, etc. Quelques-uns ont quand même gardé des ateliers de transformation avec des vrais cristaux, et c'est un réel défi, tu as tout à fait raison. Il faut absolument aller jusqu'à la transformation, au moins la première transformation des produits. Et on sait que de toute manière, au niveau de la valeur ajoutée de nos produits, plus on ira dans la transformation, et mieux ce sera pour l'agriculteur de base, c'est certain. En même temps, on ne peut pas porter tout seul ces aspects de légumerie. Il faut que une fois de plus, il faut que ça se fasse en collectif, mais surtout avec les collectivités. Et il faut que ça se transforme en projet de territoire. C'est ça qui est important. L'alimentation, au niveau de la resto collective, alors je parle de la resto collective plutôt vers les collèges, les lycées, vers les écoles en général. On peut même aller plus loin. Et il faut que ça se transforme en projet de territoire. Et là, on peut évidemment lier les collectivités. C'est-à-dire qu'il faut que les collectivités soient vraiment partie prenante. Alors, l'intérêt des légumeries, c'est que, je vais réutiliser un mot que j'ai utilisé tout à l'heure, on est vraiment dans le durable. C'est-à-dire qu'il y a aussi, il faut incorporer là-dedans le côté social, et sur la légumerie le travail de légumerie qui est en train d'être fait sur Sissonne, c'est en partenariat donc avec des je me trompe sur les mots, une sorte c'est des travailleurs handicapés. Une entreprise d'insertion. De l'insertion sociale. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'en même temps, et là, je pense que dans notre côté environnemental et social, on a tout gagné. C'est vraiment, on rajoute du vertueux au vertueux.
J'allais dire, c'est le rôle un peu social de notre agriculture, notamment en circuit court, c'est d'être acteur du territoire, fournisseur de main-d'œuvre, et oui, fournisseur de main-d'œuvre. On doit pouvoir faire ça. Il faut être quand même très vigilant, hein, une fois qu'on travaille avec les collectivités. Vous savez, c'est le grand sport national en ce moment en France, c'est que tout le monde veut faire le métier des autres. Ils le font nettement mieux. C'est qu'il va falloir faire attention à ce que les collectivités ne fassent pas d'agriculture, notamment d'agriculture maraîchère. Hein. Ça serait vraiment le drame pour nous. Hein. Ça serait la triple peine, c'est-à-dire que dans un premier temps, ils nous prennent du foncier pour mettre des zones industrielles ou commerciales. Au bout de 10 ou 20 ans, il n'y a rien dessus. Moi, je ne veux pas généraliser. Hein. Je ne veux pas généraliser, Jérôme. Mais c'est parce qu'en fait, je le dis parce qu'en fait, on a eu des demandes. Et il ne faut pas que derrière, la collectivité se dise ah ben tiens, j'ai du terrain libre, je vais placer un chantier d'insertion dessus pour faire du maraîchage. Il faut absolument qu'il y ait des conventions honnêtes entre le monde agricole et le monde des collectivités pour que ce soit gagnant-gagnant. Il ne faut pas qu'on soit le dindon de la farce. C'est parce qu'on a eu quelques débouches là-dessus, donc on est très vigilants. Ouais, simplement pour rebondir sur ce que vient de dire Jérôme Leclerc, je suis agriculteur, mais je suis aussi le premier vice-président à la comité d'agglomération des Saint-Quentin. C'est pour souligner plus. Et donc, je parle encore pour notre collectivité, il n'y a pas question qu'on prenne la place du monde agricole. Par contre, de donner des moyens au monde agricole de réaliser ces projets et avoir un projet de territoire sur notre territoire, on est tout à fait d'accord. Et au contraire, on peut être participatif, facilitateur. Je relance la perche parce qu'il y a des jeunes dans la salle. Moi, j'avais posé la question à un moment donné à la Chambre, dans le cadre du PLUI. C'était la projection du territoire, en fait, au niveau de l'aménagement du territoire. C'était parce qu'aujourd'hui, les urbains veulent avoir une sorte de corridor avec le monde agricole, entre guillemets un peu industriel. Et l'idée, c'était peut-être de mettre à disposition des terres, du foncier pour le monde agricole, pour justement, parce qu'en fait, sur Saint-Quentin, des maraîchers, on en a pratiquement. Et donc, de mettre à la disposition du foncier, au niveau des jeunes qui voudraient s'installer, et leur donner les moyens de mettre en pratique leur métier et de commercialiser sur l'urbain. Voilà. On n'a pas eu de retour. Aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir des jeunes qui veulent s'investir, qui veulent travailler dans le domaine agricole. Je suis dedans. Et voilà. Donc, il y a des pistes qui peuvent être faites. Sachez que le Saint-Quentinois, là-dessus, on est ouvert. Et ça fait partie du développement de notre territoire. Merci beaucoup. Et je pense, malheureusement, on va vous interrompre parce qu'il faut absolument qu'on avance. Parce qu'on a encore l'intervention.